au départ, ce qui est fondamental, et c'est le point de départ de la philosophie, c'est l'émerveillement. De voir le jour se lever tous les matins, de voir la course des astres, cette perfection du cosmos, et puis de voir en même temps la nature, comment elle collabore, elle se régénère. Enfin, moi, je suis émerveillé par la vie. Et puis l'être humain, c'est un miracle. Enfin, c'est incroyable la complexité d'un être humain, du cerveau. Comment est-ce que ça, il n'y a pas des bugs toute la journée? Bon, il y a des bugs de temps en temps, mais ça marche quand même bien tout ça. Et donc, je suis émerveillé, je me pose plein de questions, mais d'où ça vient et pourquoi et comment? Et donc l'émerveillement, c'est, je pense, essentiel d'abord pour être dans la gratitude. Et là, on rejoint un autre point essentiel, c'est qu'on prend conscience de ça et qu'on s'émerveille, on dit merci toute la journée. Et puis, ça permet aussi de cultiver un questionnement qui nous fait grandir, qui fait que les choses ne sont pas normales. Et moi, je suis atterré de voir aujourd'hui comment plein de gens ne se posent aucune question. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce que la vie a un sens? On est là, le nez dans le guidon, pour essayer de gagner plus d'argent ou de survivre. Et donc, on est dans la survie, on n'est pas dans une vie consciente qui fait qu'on essaye de s'améliorer et de grandir en humanité. Dans cet épisode de Dialogue, je reçois Frédéric Lenoir pour nous parler des deux volets de son roman initiatique, L'âme du monde 1 et 2, qui sort en poche aux éditions Pocket. Et il va nous parler un peu de l'histoire de ces deux personnages et du sens profond de sagesse qu'il a voulu nous transmettre au travers de ces deux récits. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. On est là pour parler des romans que tu as écrits, je ne sais pas comment on peut dire, des contes initiatiques. Tu n'étais pas forcément dirigé à faire ça, puisque tu avais commencé à faire ta thèse, à faire des essais. Comment t'es venue l'idée d'écrire un conte initiatique qui va être l'âme du monde, oui, et qui va avoir un succès qui va changer la vie c'est impressionnant. 1 million d'exemplaires vendus. C'est mon livre qui finalement a eu le plus de succès, c'est celui que j'ai écrit le plus rapidement. Je l'ai écrit en 3 semaines, parce que j'étais habité. C'est-à-dire qu'au fond, ça faisait des années que je faisais des ouvrages, des essais de philosophie, ou de spiritualité, ou d'histoire des religions. Enfin, j'ai touché à tout ça. Et puis à un moment donné, il y a une sorte de condensation qui s'est faite de l'essentiel. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais transmettre? Au fond, les clés essentielles de la sagesse et de la spiritualité, au-delà des religions, au-delà des dogmes, au-delà des cultures, puisqu'on sait que les religions sont très liées à un phénomène culturel, hein, et alors que la spiritualité est universelle, et qu'elle est à la fois individuelle, singulière et universelle. Et donc, je vois que dans tous les courants que j'avais étudiés de sagesse philosophique ou de spiritualité religieuse, mais il y a plein de points communs. Et du coup, je me suis dit, je voudrais montrer quelles sont les clés essentielles de cette sagesse universelle. Et du coup, je portais en moi, j'ai mûri, puis un jour, je me suis dit, je vais l'écrire sous la forme, non pas d'un essai, mais d'un conte. Parce que c'est beaucoup plus facile. Ça m'a libéré de toutes les références et tout. Et du coup, j'ai eu l'idée de l'âme du monde, bon, quelle expression évidemment de Platon et des stoïciens pour parler de ce mystère qui enveloppe le monde et qui fait que le monde est magique et qu'on peut se relier à ça, et qui est, je dirais, le fondement même de tout chemin spirituel. Et l'idée est venue d'un cataclysme qui allait bientôt avoir lieu, et des sages de toutes les grandes traditions, donc il y a 7 sages, ont un pressentiment. Ils savent qu'il va se passer quelque chose, ils sont réunis par des visions, des rêves, etc., dans un endroit au Tibet, et vont comprendre qu'ils vont devoir transmettre les clés de la sagesse, en se mettant d'accord finalement sur quelles sont ces clés-là, à 2 adolescents, Natina, qui est une jeune fille néerlandaise dont la mère est professeure de philosophie et qui est présente là, et Tenzin, qui est un petit garçon tibétain, qui est en fait l'abbé du monastère, mais qui est encore jeune, qui a 12-13 ans, et c'est en transmettant à ces 2 enfants que lorsqu'il y aura un cataclysme, ils seront missionnés pour transmettre aux survivants de ce cataclysme les clés de la sagesse, au-delà de toutes les dogmes, les cultures religieuses. Et qu'est-ce qui, à ton avis, explique le succès de ce livre? Ben parce que c'est un livre qui aide à vivre, et écrit très simplement, et je ne fais pas encore une fois, je dis, un sage prit la parole et dit. Et on ne sait pas s'il est bouddhiste, chrétien, chaman, et peu importe. Et du coup, il y a cette quintessence de la sagesse universelle qui est donnée de manière très simple, puisque des enfants, des adolescents peuvent entendre ce discours. Donc, je dis les choses vraiment de manière claire, concise, avec des exemples. Et je pense que c'est à la fois la simplicité et puis le caractère universel. C'est-à-dire, je relis effectivement
la quintessence de la sagesse universelle à travers ce petit conte qui se lit en quelques heures. Et c'est vrai que ça a changé la vie de plein de gens. Le nombre de gens qui m'ont dit, mais c'est complètement, ça correspondait à ce que je cherchais, etc. C'est partie de ces livres, on ne sait pas pourquoi. Après, il y a une magie hein, qui opère. Et donc, je suis vraiment heureux du succès de ce livre. Mais encore une fois, je l'ai écrit, mais j'étais en moi-même habité. Je me sentais sans arrêt, les mots venaient, etc. Donc, je dis, c'est étonnant parce que c'est mon livre qui a le plus gros succès, mais que j'ai écrit le plus rapidement. Et comment est venue l'idée de faire la suite, de raconter l'aventure de ces deux adolescents? Eh bien, en fait, dès le départ, je me suis dit, je vais faire un second tome. Pourquoi? Parce que le livre se termine, il y a un cataclysme, les maîtres sont tués, enfin ils meurent, et puis l'une des deux adolescentes est partie avant. Natina, elle est repartie en Europe, parce que tout ça a eu lieu donc en Inde. Elle est repartie en Europe, et le petit garçon, il se retrouve seul, il réchappe au cataclysme, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu une poussière, un nuage de poussière sur toute la Terre pendant plusieurs jours, plein de gens sont morts et tout, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Et j'avais envie, dès le départ, de les faire se retrouver. C'est-à-dire qu'ils vont se chercher, parce qu'évidemment, il y a une petite histoire amoureuse entre eux qui s'est nouée, il y a un lien, et puis ils représentent l'Orient, l'Occident, enfin, il y avait le féminin, le masculin, enfin. Et donc, je me suis dit, tiens, je ferai une suite où on raconte, 10 ans après, comment ils vont se chercher pour essayer de se retrouver, et en même temps, comment ils vont parcourir la Terre en transmettant un message pour que les êtres humains ne recréent pas les erreurs du passé qui ont amené à ce cataclysme. Donc ils retransmettent au fond ce qu'ils ont appris enfant. Voilà. Ils retransmettent avec leurs mots à eux. Et donc au fond, c'est un autre voyage spirituel que Tout à fait. Et qui n'est pas fait selon le même mode où l'homme du monde, c'était vraiment un maître pris la parole et dit papapam, c'est extrêmement concis et tout. Là, c'est plutôt à travers un enseignement qu'eux-mêmes vont donner aux survivants du cataclysme. Et donc, avec leurs vraies questions et leurs vrais problèmes, qui est un peu les questions que chacun d'entre nous se pose. Exactement, c'est plus incarné, j'ai envie de dire. Oui. Le Thomain, c'est-à-dire l'âme du monde, est assez désincarné, alors que là, c'est très incarné à travers leurs quêtes, à travers leurs soucis. Par exemple, Natina, à un moment donné, elle est faite prisonnière par des brigands, elle risque de mourir, elle est obligée de commettre un acte violent pour s'en sortir, mais ça lui pose un problème énorme, puisqu'elle a appris la non-violence, etc. Donc, je raconte, je mets en scène, je dirais, cette sagesse dans des problématiques très concrètes de la vie. Donc l'un et l'autre sont pris, lui par ses désirs, enfin, on voit très bien qu'il peut y avoir des contradictions entre le message qu'ils ont reçu, puis leur vie, leur sensibilité, les conditions, le contexte, l'environnement dans lequel ils vont évoluer, c'est un environnement hostile, et là, comment incarner la sagesse? Et donc c'est la question de l'incarnation de la sagesse que j'évoque dans ce livre qui s'appelle Juste après la fin du monde. Donc c'est l'âme du monde tome 2, mais Juste après la fin du monde, c'est le titre, parce que au fond, c'est qu'est-ce qui se passe après ce cataclysme et comment les humains vont essayer de revivre sans créer les erreurs du passé qui ont amené ce cataclysme. On va comprendre progressivement ce qui s'est passé, mais on peut se douter qu'évidemment c'est un cataclysme écologique et qui est lié à toutes les erreurs qu'on a fait. Et donc il s'agit de vivre autrement. Il s'agit d'apprendre des modes de vie plus respectueux de l'environnement, des écosystèmes, plus de justice, comment vivre autrement dans des plus petites communautés. Et donc voilà, c'est un livre un peu utopique de ce que pourrait être une humanité qui fonctionne bien finalement. Quels sont, disons, deux, trois principes qui sont essentiels pour toi de cette sagesse concrète que ces deux adolescents transmettent? Le premier chapitre s'appelle Émerveillement. Et Natina rappelle, parce que quelqu'un lui dit, mais c'est quoi l'essentiel de la vie spirituelle et tout? Elle va de village en village, un peu comme, je me suis un tout petit peu inspiré du Prophète de Khalil Gibran, livre formidable que j'ai adoré, où il va comme ça, de lieu en lieu, transmettre aux gens pour répondre à leurs questions fondamentales. Et là, dans un village, on lui demande, mais quelle est la première qualité à cultiver pour être un bon être humain? Elle dit, mais l'émerveillement. Parce que les anciens humains ne s'émerveillaient plus. Tout était normal, tout était dû, tout était... il n'y avait plus de questionnement. Or,
au départ, ce qui est fondamental, et c'est le point de départ de la philosophie, c'est l'émerveillement. Être devant, mais c'est de voir le jour se lever tous les matins, de voir la course des astres, cette perfection du cosmos, et puis de voir en même temps la nature, comment elle collabore, elle se régénère. Enfin, moi, je suis émerveillé par la vie. Et puis l'être humain, c'est un miracle. Enfin, c'est incroyable la complexité d'un être humain, du cerveau. Mais et comment est-ce que ça, il n'y a pas des bugs toute la journée? Bon, il y a des bugs de temps en temps, mais ça marche quand même bien tout ça. Et donc, je suis émerveillé, je me pose plein de questions, mais d'où ça vient et pourquoi et comment. Et donc, l'émerveillement, c'est, je pense, essentiel d'abord pour être dans la gratitude. C'est-à-dire, et là, on rejoint un autre point essentiel, moi, je trouve que quand on prend conscience de ça et qu'on s'émerveille, on dit merci toute la journée. Et puis, ça permet aussi je dirais, de cultiver un questionnement qui nous fait grandir, qui fait que les choses ne sont pas normales. Et moi, je suis atterré de voir aujourd'hui comment plein de gens ne se posent aucune question. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce que la vie a un sens? On est là, le nez dans le guidon, pour essayer de gagner plus d'argent ou de survivre. Et donc, on est dans la survie, on n'est pas dans une vie consciente qui fait qu'on essaye de s'améliorer et de grandir en humanité. Ça, c'est l'autre grande idée, c'est comment on peut grandir en humanité, comment Voilà. il y a un travail humain à Qui nous faire. permet de nous améliorer pour être de meilleurs êtres humains. Et donc alors après, je ne vais pas détailler parce que c'est plusieurs chapitres du livre dans lequel je vais traiter la question du lâcher prise, la question de l'acceptation qui est essentielle, la question de l'amour. Enfin, j'évoque évidemment les grands thèmes, mais plus développés, plus incarnés, que j'avais un peu suggéré dans l'âme du monde pour aller un petit peu plus loin, je dirais, dans ce cheminement qui nous conduit d'être très imparfaits, que nous sommes tous pleins de contradictions, et puis tant mieux, c'est très bien. Et comment de ce chaos, on peut créer un cosmos. Et comme dit Nietzsche, du chaos va jaillir une étoile dansante. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est d'arriver à devenir des danseurs qui jouons avec la vie et de manière joyeuse et ludique, et presque comme un jeu, plutôt que de la subir et d'être finalement complètement angoissé et prisonnier de notre conditionnement. Donc comment accéder à une liberté intérieure qui fait qu'on sera dans l'émerveillement et que à travers toutes les difficultés, les obstacles, les souffrances et tout, on va regarder la vie autrement et ça va devenir un jeu, la vie, ça va devenir quelque chose de joyeux dans lequel il y aura un certain détachement qui est important aussi, c'est-à-dire ne pas se cramponner tout le temps à nos désirs ou à nos objectifs et puis se laisser porter par le mouvement permanent de la vie et on s'aperçoit qu'elle est magique. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à écrire. C'est toujours un plaisir de voir vos réactions à ces épisodes de Dialogue. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, c'est très simple, abonnez-vous. À très bientôt. Merci.